2h15 du matin, au beau milieu de la toundra sibérienne, là où même l'enfer gèlerait sur place. Un type solitaire galère dans la neige jusqu'aux genoux. Sa cible, une Zullière boîte en ferraille grise, plantée au bord du légendaire transsibérien. Le genre de décor qu'on voit que dans les films de survie. Le froid est tellement irréel, que l'air lui-même semble fait de verre brisé. Chaque respiration se transforme en glaçon instantané. Sérieusement, qui ferait une balade par ce temps? Notre fameuse boîte métallique est à moitié enfouie dans la neige. Pour un passant, c'est aussi captivant qu'un vieux lampadaire. Juste un bout de décor minable / perdu sur des milliers de kilomètres de rails / mais attention, plot twist. Ce truc est une cabine de relais. Littéralement le système nerveux central de toute la logistique militaire russe. Pendant que les grands chefs militaires barricadent leurs bases / et leurs aéroports avec des armées entières, ils ont complètement zappé ces milliers de boîtes isolées. / le fameux point faible gros comme une maison, éparpillé dans la nature sans la moindre protection. Une erreur de débutant à l'échelle d'un continent entier. Notre mystérieux visiteur, lui, a bien lu le script. Il sait que ce petit boîtier peut faire s'effondrer tout leur empire. Faut savoir que l'armée a une dépendance maladive / à son réseau ferroviaire. Plus de 60% de leurs joujoux mortels / voyagent obligatoirement par le train. Des tonnes de missiles et de carburant. Pourquoi ? Parce que les chars, ça bousille les routes en 2 secondes. Alors que les bons vieux rails en acier forgé / ça encaisse le poids comme un tank de niveau maximum. Le truc, c'est que ce réseau tourne sur un système de blocs / un genre de puzzle géant de haute technologie. En gros, il découpe la piste infinie en petits morceaux / de 2 ou 3 km chacun. Et chaque petite boîte grise est le boss absolu de son propre segment, contrôlant les feux et les aiguillages. C'est le seul truc qui empêche 2 trains monstrueux / de se rentrer dedans pour faire un feu d'artifice mortel. Bref, chaque armoire est un neurone indispensable dans le cerveau d'un monstre mécanique de taille continentale. Ça calcule, ça transmet, ça gère la data en boucle pour que ces titans de fer dansent dans la nuit sans se piétiner. Une vraie chorégraphie de l'extrême. Pendant ce temps, à 400 km de là, bien au chaud dans le centre de contrôle de Novosibirsk, un contrôleur sirote son café en fixant un écran géant. La salle ronronne, tranquille, avec toutes ses loupiottes. Les écrans LED brillent comme un sapin de Noël / affichant chaque petit mouvement sur la carte. Prenez le train numéro 472, un mastodonte qui traîne 70 wagons blindés, ras la gueule. Munitions diesel, la totale. Le bestiau fonce vers l'ouest à 75 km/h pépère. Le gars devant son écran a une confiance aveugle / dans ce que lui dit son ordinateur. Pour lui, tant que la petite boîte dans la neige dit que tout va bien / ses livraisons VIP glissent comme sur des roulettes. De jolies lignes colorées bougent sur l'écran, mais en réalité c'est des milliers de tonnes d'acier pur en mouvement. Un seul de ces trains de marchandises de format XXL pèse dans les 6000 tonnes. Niveau énergie cinétique, c'est l'équivalent d'une attaque ultime. Et selon les bonnes vieilles lois de la physique qui ont la fâcheuse tendance à s'imposer, arrêter un monstre pareil demande une friction de malade mental / et une distance kilométrique. Même par une belle journée ensoleillée / si vous écrasez le frein d'urgence, le temps que tout se bloque / le titan d'acier va quand même glisser sur les rails sur au moins 1,5 km / avant de s'arrêter dans un crissement assourdissant. Et je vous laisse imaginer en plein blizzard. Quand les roues frottent sur de la glace pure, c'est littéralement du patinage artistique mortel. C'est pour ça que tout ce réseau de signaux / est calculé avec une précision de psychopathe. Pour prévoir ces distances de freinage interminables / et éviter un game over instantané. Séparant ces géants de fer / avec des boucliers invisibles mesurés au centimètre près. Mais retournons à notre type congelé dans la toundra, le saboteur sous vie. D'un coup de pied de biche en acier massif, il force la serrure. Le vrai boss final vient d'entrer en jeu. Les charnières métalliques gémirent une dernière fois avant de rendre l'âme. À l'intérieur, un véritable buffet à volonté de relais électromagnétiques et de câbles bien dodus, exposés au regard comme le cerveau d'un méca en pleine sieste. Des explosifs? Pitié, passer de la poudre à la douane, c'est lourd, super cramé et complètement démodé. Notre saboteur de génie avait opté pour une recette maison bien plus piquante. Il étala amoureusement une bonne grosse tartine de pâte thermique directement sur la carte mère et les veines d'alimentation principales de la bête.
Alerte spoiler, la thermique crache le feu de l'enfer à plus de 2200 degrés Celsius. De quoi liquider du câblage en cuivre avec la même facilité qu'une glace au soleil, avalant l'acier blindé et les puces ultra sophistiquées en une poignée de secondes. À exactement 02h20, l'ombre alluma la mèche avant de se volatiliser discrètement dans les bois. La réaction démarra en mode furtif. Zéro explosion cliché, zéro effet dramatique à 2 balles, juste un flash aveuglant crachant comme un dragon asthmatique. En moins de 30 petites secondes, chrono en main, cette folie thermique vaporisa littéralement toute la matière grise du boîtier, tranchant net la liaison numérique entre ce bout de rail et le boss final du quartier général. Le cuivre fondu pleuvait sur la neige comme des larmes de magma, sculptant de l'art moderne horrifique. Dès que ce petit chef-d'œuvre fut réduit à l'état de flaque de lave luisante, le mode panique du réseau s'activa tout seul comme un grand. Et oui, quand le majestueux serveur central se fait ghoster par une de ses armoires, son intelligence artificielle imagine direct l'apocalypse zombie et bascule tous les feux au rouge sang pour éviter un carambolage épique. Dans la cabine tamisée du train numéro 472, le conducteur fixait le vide quand le feu est passé d'un vert tranquille au rouge de la mort. Il eut 3 malheureuses secondes pour pleurer avant que le système de survie autonome ne lui pique le volant pour piler comme un malade absolu. La pression titanesque des freins chuta plus vite qu'une crypto-monnaie en crise, écrasant brutalement les mâchoires de fonte contre les roues glacées des 70 wagons. Un feu d'artifice explosa dans la neige. Des milliers de tonnes d'élan surpuissant venaient de se bouffer un mur invisible de pure friction mécanique en pleine poire. Le hurlement strident de l'acier déchirant l'acier fit trembler toute la forêt endormie, alors que ce colosse sous stéroïdes suppliait les lois de la physique de l'arrêter. La pauvre neige se vaporisait sous la chaleur de l'enfer, crachant un nuage de fumée digne d'un boss de donjon fuyant l'arène après une défaite cuissante. Le monstre de métal finit par s'immobiliser en tremblant de tout son long à 2 mm du game over, mais le mal était fait, le méga-troll tactique était un succès total. Au centre de contrôle de Novosibirsk, c'était la crise de nerfs générale. Une véritable avalanche de fenêtres d'erreur inonda soudain l'écran principal du contrôleur. Des voyants écarlates se mirent à clignoter avec une frénésie terrifiante, s'étendant sur plus de 20 km de voies ferrées. Un seul minuscule boîtier cramé venait d'arracher les yeux de leur logiciel hors de prix, paralysant d'un coup de maître l'artère vitale de toute leur logistique. Et la meilleure blague dans tout ça ? Le vieux règlement stipule que sans l'informatique, les opérateurs doivent ressortir la technologie de l'âge de pierre, des talkie-walkie qui grésillent et signer des petits mots sur papier pour donner le droit au moindre wagon de bouger. Une lenteur si infernale qu'elle ferait passer un escargot pour un sprinter de légende. Vitesse de la ligne, chute libre. On passe de 75 km/h à l'allure fulgurante d'un escargot sous-tranquillisant à 15 petits km/h. Les pauvres régulateurs sont en sueur. Ils doivent confirmer chaque passage de vive voix, tout noter à la main comme au Moyen-Âge et coordonner ce bazar avec une prudence presque paranoïaque. En 45 minutes, le jackpot. Un embouteillage digne des Pierre Bouchon de la capitale avec 6 gros trains militaires totalement bloqués derrière le numéro 472. Des roues d'acier lamentablement collées sur des rails glacés. Les moteurs tournant bêtement dans le vide au beau milieu de cette nuit glaciale. Le plus drôle, un stupide explosif à 10 malheureux dollars venait de paralyser plus de 30 000 tonnes de matériel lourd. Quelle rentabilité insolente. Et pendant que cet embouteillage de l'enfer s'aggravait, nos héros de l'ombre lançaient déjà la phase 2 de leur petite farce destructrice. Parce que cramer quelques boîtiers électriques c'est bien mignon pour gagner un peu de temps, mais les gars de la maintenance vous réparent ça en 12 à 24 petites heures. Trop facile. Non, pour créer un véritable cauchemar logistique et rendre le grand patron fou de rage. Il fallait utiliser le poids colossal et la vitesse de ces trains comme une arme de destruction massive contre leurs propres rails. 50 km plus loin sur cette même ligne maudite, un autre agent s'approchait tel un ninja d'un aiguillage manuel juste à l'entrée d'un virage bien serré. Instant science les amis, la recette parfaite d'un déraillement, c'est une force latérale brutale qui vient dire un grand au revoir à la gravité censée garder ses grosses roues bien sagement sur les rails. Imaginez un peu, si un monstre de métal fonçant à 60 km/h tombe nez à nez avec un aiguillage qui n'est qu'à moitié ouvert. Paf! Les rebords des roues avant vont s'encastrer de toute leur force contre le rail dévié.
Toute cette énergie cinétique démentielle ne peut aller nulle part, à part faire un gros vol plané vers l'extérieur. Résultat, ça fait sauter les énormes boulons en acier comme des bouchons de champagne et arrache complètement le rail. L'acier sous pression, c'est super résistant, jusqu'à ce qu'on dépasse sa limite magique. Et là, c'est la catastrophe totale, le grand spectacle son et lumière. Notre agent de l'ombre retira donc doucement le verrou standard du rail pour y glisser sournoisement un joli bloc d'acier renforcé fait sur mesure juste entre la pointe et le rail principal. Une modification presque invisible au radar mais qui bloquait ce gros rail avec une ouverture de 5 petits centimètres. Un minuscule trou de souris absolument impossible à griller pour un conducteur fonçant dans le noir absolu mais mathématiquement fatal pour ces pauvres roues. Le givre s'est empressé de recouvrir le piège, cachant cette merveille de sabotage sous un magnifique et prénaturel manteau de glace. À 03h40 pétante, le train numéro 511, traînant ses 40 wagons remplis de blindés flambant neufs, s'approchait joyeusement de notre fameux virage piégé. Le phare titanesque de la locomotive perçait difficilement la neige qui tombait, n'éclairant qu'un minuscule couloir de flocons tourbillonnants. La visibilité, zéro pointée. Le conducteur ne voyait absolument aucun danger à l'horizon. Le train s'engagea dans la courbe à 50 km/h, générant une force centrifuge monstrueuse qui poussait ces milliers de tonnes de métal droit contre le rail extérieur. En moins de 3 dixièmes de seconde. Chrono en main. Boum! La roue avant gauche heurta ses fameux 5 cm avec l'impact fulgurant d'une bombe. Elle grimpa instantanément et vola littéralement par-dessus la tête du rail. Le mastodonte de 120 tonnes quitta les rails dans une violence inouïe, ses roues gigantesques mordant à pleines dents dans le gravier gelé sous la voie. Quel festin! La gravité et l'élan ont fusionné pour transformer ce beau train en une charrue apocalyptique, déchiquetant le bois et le béton sur plus de 200 mètres. Le grand ménage de printemps. Et alors que la locomotive labourait agressivement cette terre gelée comme un sanglier furieux sous stéroïdes, bam! Un freinage d'urgence tellement violent qu'il a déclenché une onde de choc digne d'un boss de fin, fracassant les 40 wagons restants. Les pauvres attaches en acier blindé qui reliaient ces mastodontes ont pété comme de vulgaires cure-dents face à cette pression titanesque. Oups. Les 10 premiers plateaux chargés de blindés tout beau tout neuf se sont encastrés dans un joyeux carambolage. Liés en accordéon, une vraie pluie de météores mais version ferraille. 60 tonnes de matériel de guerre, leurs chaînes ont lâché comme des spaghettis trop cuits. Et pouf, grand plongeon direct dans le ravin enneigé pour un atterrissage zéro pointé. Acier tordu à l'agonie, poutre en bois réduite en charpie. Un magnifique monument d'art abstrait dédié à la loi de la gravité. Pendant ce temps, au centre de contrôle régional de Novosibirsk, c'était la panique totale. Les écrans crachaient le pire cauchemar d'un logisticien en direct. Le train numéro 511 disparaît des radars. Alerte générale, le système est en sueur absolue. Trafic bloqué sur 150 km. Plus personne ne bouge, c'est 1, 2, 3 soleil mortel. Le chef de gare hurlait dans sa radio cryptée, transpirant à grosses gouttes pour joindre le convoi. Dommage pour lui, l'antenne de communication principale ressemblait désormais à une crêpe sous 90 tonnes de métal broyé. Allô, il y a quelqu'un? Non. Le cœur dans tout ça, ce n'était pas un simple accident de parcours. C'était un coup de maître, une décapitation logistique parfaite, exécutée en seulement 3 petites heures. Les agents ukrainiens avaient spammé le bouton sabotage avec une synchro digne d'une guilde de pros. 7 points stratégiques du transsibérien frappés en même temps. Bingo. Les chances mathématiques de voir 7 pannes mécaniques aussi cataclysmiques arriver par hasard étaient proches du zéro absolu. Autant espérer gagner au loto en se faisant frapper par la foudre. Sur les écrans de contrôle, le désastre se propageait comme une toile d'araignée craquelant un écran de smartphone. Le haut commandement logistique russe s'arrachait littéralement les cheveux face à un casse-tête de niveau cauchemar qu'aucun ingénieur ne voudrait résoudre. Nettoyer un cimetière de trains au fin fond de la taïga sibérienne gelée. Il faut des grues de récupération supermassives. Le hic, elle ne se déplace que sur des rails. Et devinez quoi? Les rails étaient pulvérisés des deux côtés du méga crash. Amener ces monstres de 150 tonnes sur place était devenu le plus gros troll logistique de l'histoire. Pour réparer la voie cassée, il leur fallait désespérément les trains de secours. Mais pour bouger ces trains, il leur fallait absolument la voie intacte. Le serpentissement à la queue version blindée.
Le manuel disait que changer 200 mètres de rails complètement broyés, en plein bizarre, ça demande une équipe de 50 gars et au moins 48 heures de galère non-stop. Il faut creuser la glace au piolet, poser de nouvelles traverses, tout aligner au millimètre près comme des maniaques et tout retasser avant de prier pour que ça ne lâche pas à nouveau. Mais avec 7 crashs bloquant simultanément leurs artères vitales. Le délai est passé de quelques jours à plusieurs semaines de coma opérationnel total. Ouch. À 4000 km de là, sur la ligne de front, ce petit tour de magie en Sibérie s'est transformé en un bon gros message inventaire vide pour les troupes. Les batteries d'artillerie russes, d'habitude si arrogantes, qui crachaient plus de 10 000 obus par jour comme si c'était gratuit, ont soudainement reçu l'ordre de compter leurs munitions comme des radins. La dèche totale. Carburant en retard, blindé transformé en presse-papier hors de prix et game over temporaire pour l'offensive. Sans logistique, même le plus gros dragon ne trache plus de feu. Pendant que les grands commandants attendaient sagement leur joujou sur le front, oups, leur précieux train de ravitaillement faisait déjà du hors-piste dans un ravin glacé de Sibérie. Le plus hilarant dans cette masterclass stratégique, elle a coûté moins de 5000 $ aux saboteurs ukrainiens. Juste un peu de thermite, quelques pieds de biche et des cales en acier sur mesure, le kit du parfait petit bricoleur. En face, c'était le jackpot absolu, les dégâts matériels sur les locomotives et des blindés flambant neufs. Sans oublier les rails réduits en confetti, dépassaient allègrement les 150 millions de dollars de pertes nettes et irrécupérable. Un ratio investissement-dégâts totalement cheaté, le glitch ultime du système. Le ministère de l'Intérieur russe était complètement à la ramasse, incapable de comprendre la blague. Ils n'avaient aucune idée de l'ampleur titanesque de la faille qu'ils essayaient de colmater. Imaginez un peu, leur réseau ferroviaire s'étend sur plus de 85 000 km de rails, le tout dispersé dans la pampa la plus glaciale, sauvage et invivable de la planète. Pour camper chaque armoire électrique, chaque station de relais et chaque virage à l'aveugle contre ces escouades de ninjas de l'ombre, il aurait fallu délocaliser plus de 200 000 gardes d'élite loin des combats. Une vaste blague. Même un gobelin de niveau 1 verrait que cette équation défensive était mathématiquement impossible. Pas besoin d'affronter des boss finaux ou de raser des forteresses imprenables pour briser la machine de guerre russe. Nos saboteurs ont juste trollé la physique en exploitant la fragilité de ces colosses de métal en mouvement. Et le système nerveux électronique de leur voix totalement laissé à l'abandon. Dans une guerre censée se jouer à gros coups d'artillerie et de charges blindées, le coup critique le plus dévastateur a frappé dans un silence de cathédrale, en pleine nuit. Un simple chaos technique sur des boîtes en métal rouillées à moitié ensevelies sous la neige. Et cette guerre fantôme dans les profondeurs de la taïga ne faisait que commencer. Siphonnant à petit feu leur gigantesque réseau logistique, un câble tranché à la fois. À Novosibirsk, c'était la panique générale. Leurs cellules d'urgence transpiraient à grosses gouttes. Bricolant des itinéraires bis sur des petites lignes secondaires de pacotille, jamais conçues pour encaisser un tel trafic militaire. Les vieux rails hurlaient de douleur sous ce poids titanesque. Et les équipes de maintenance pleuraient devant l'usure express de l'acier, déjà rendu cassant par un froid de canard. Chaque pansement magique posé sur un problème d'embouteillage faisait popper 2 nouvelles galères dans l'ombre, transformant leur réseau en un véritable château de cartes. Les pauvres comptables et experts en assurance suaient sur leur tableau de bord, tentant de chiffrer l'apocalypse, mais leurs petits calculs étaient incapables de mesurer le vrai désastre stratégique. Le temps perdu. Chaque train à l'arrêt, ce n'était pas juste du métal froissé, c'était des offensives annulées et un momentum totalement brisé. Dans la méta de la guerre industrielle moderne, la logistique donne le tempo. Et un tempo perdu, mon pote, ça ne se récupère pas en un claquement de doigts. La psychose a commencé à s'emparer des cheminots paumés sur les tronçons les plus reculés. Eux qui n'avaient jamais vu ces vieilles armoires électriques comme des cibles de niveau max. Certains ont même commencé à improviser des rondes de nuit avec les moyens du bord. Balayant la lisière des bois avec de pauvres lampes torches tremblantes, guettant le moindre bruit suspect dans la forêt. Mais face à l'immensité de la map, cette vigilance amateur faisait peine à voir. Surveiller le vide cosmique ne leur offrait qu'une illusion de sécurité totalement ridicule. Loin de ces épaves gelées, les cerveaux de l'armée ont enfin percuté et avalé la pilule amère. Sécuriser la moindre parcelle de rail allait leur coûter autant de ressources que le front lui-même. Ce conflit absurde venait de muter en un gigantesque contrôle de maths, de probabilité et d'infrastructure. L'acier, l'électricité et la simple gravité étaient devenues les armes les plus cheatées, étendant désormais le champ de bataille à l'invisible.
Un véritable cauchemar mécanique qui venait de s'éveiller, en plein cœur de l'immensité glaciale et impitoyable de la Sibérie.